Merci Thibaut, merci beaucoup pour ton invitation. Merci aussi à Nalini. Je suis très honoré et très heureux d'être ici et de vous parler pas du tout de mon travail, mais d'un ensemble d'idées que je trouve très belles qui ont trait au calcul d'un volume d'espace de modules de connexion plate sur des surfaces. Et alors, en fait, avec les exposés qui ont précédé, vous avez déjà entendu parler de beaucoup d'idées qui sont reliées à ce dont je vais parler. Mais je vais commencer par quelque chose d'assez simple, donc je vous propose de revenir du bon côté du miroir, en quelque sorte, avec une formule un peu ancienne et aujourd'hui assez simple, mais toujours très belle, de Frobenius. Alors, le problème par lequel je propose de commencer, c'est le suivant. On va considérer un groupe. Pour l'instant, je ne suppose rien sur ce groupe. Et puis, on se donne un entier G, qui est un entier, positif. Et je vais définir un ensemble que j'appelle F, alors pour l'instant comme Frobenius, indice petit g de ce groupe. C'est un ensemble de 2G uplets. Alors, G, il y a 2G, mais enfin, quand je dis 2G, c'est 2 petits g. Un ensemble de 2G uplets d'éléments de grand G. Enfin, c'est même l'ensemble de tous les 2G uplets d'éléments de grand G qui ont la propriété que le produit de leur commutateur, pris 2A2, est égal à 1, l'élément neutre de G. Donc le commutateur, c'est le commutateur de deux éléments A et B du groupe, c'est le produit AB à moins 1, B moins 1. Je suppose qu'on ne peut pas enlever ça, hein, donc on ne peut pas vraiment utiliser la partie basse du tableau. Alors, la formule de Frobenius dit la chose suivante. Donc, je ne sais pas s'il faut l'appeler théorème ou... Donc ça date de la fin du XIXe siècle. Ça dit que si G est un groupe fini, eh bien, le nombre d'éléments de cet ensemble de Frobenius Fg de G, bon, c'est fini, ça c'est sûr, et c'est égal au nombre d'éléments de G puissance 2G-1 fois la somme sur toutes les représentations irréductibles du groupe G. Donc je les prends évidemment à isomorphisme près, on en prend la liste, il y en a un nombre fini, de la dimension de la représentation irréductible, puissance 2 moins 2G. Alors c'est une formule qu'on peut trouver très jolie, enfin moi je la trouve très jolie. On peut regarder ce qu'elle dit par exemple dans le cas, alors un cas qui est un petit peu trivial, dans le cas où G égale 0. Alors dans le cas où G égale 0, c'est presque conventionnel. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble? On est en train de regarder un produit cartésien d'aucun facteur. Bon, un produit cartésien d'aucun facteur, c'est un ensemble à un point, disons, et puis la condition est vraie par un argument de logique banal, disons, donc il y a un élément dans cet ensemble. Donc la formule semble nous dire que le cardinal de G, puisque à gauche on a 1, et ici on a 1 sur le cardinal de G, qui est égal à la somme sur les représentations irréductibles de G du carré de la dimension. Ben, c'est vrai, et c'est un des jolis faits de la théorie des représentations des groupes finis, que la somme des carrés des dimensions des représentations irréductibles, ça vaut le cardinal du groupe. Alors regardons un cas moins trivial du point de vue de la définition de cet ensemble, parce que là déjà ce cas trivial disait quelque chose. Un cas moins trivial, c'est le cas G égale 1. Alors là on est en train de compter le nombre de couples d'éléments de G qui commutent. Donc on regarde l'ensemble des couples AB appartenant à G, tel que AB égale BA. Alors ça c'est un sujet d'exercice multiple en théorie des groupes. Bref, enfin, s'il y en a beaucoup, bon, bref, c'est pas ça qu'on va dire. Ici, on va compter combien il y en a. Et bien quand G égale 1, ça vaut 2G-1 vaut 1, donc ici, on a le cardinal de G. Et ici, 2 moins 2G vaut 0. Donc, on compte en fait le cardinal de G chapeau. Donc, je peux l'écrire comme ça. Donc, le nombre de couples d'éléments de G qui commutent, c'est le
nombre d'éléments de G multiplié par le nombre de représentations irréductibles 2 à 2 non isomorphes de G. Et ce nombre, on sait aussi par la théorie élémentaire des représentations des groupes finis que c'est le nombre de classes de conjugaison de G. Et en fait, si vous comptez ça en triant les couples suivant la classe de conjugaison du premier élément et en calculant la taille du centralisateur, etc., vous trouverez de manière élémentaire ce résultat. Bon, et puis le théorème est vrai pour tous les entiers G. Et aujourd'hui, disons, c'est un exercice de théorie de représentation des groupes finis. Mais en fait, Frobenius a plus ou moins développé la théorie des caractères pour répondre à ce genre de questions. En tout cas, il a écrit cette formule dans un des premiers articles qu'il a consacré à la question. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a développé cette théorie pour ça, mais enfin bon. Bien, alors la question qui va m'occuper, qui va nous occuper dans les 45 minutes qui viennent, c'est de répondre à une question analogue, parce que l'ensemble FG de G, là, je l'ai défini pour n'importe quel groupe. Et maintenant, je voudrais m'intéresser au cas où G n'est plus un groupe fini, mais un groupe de Lie compact, assez... Donc, je vais dire les hypothèses que je fais. L'exposé sera de toute façon pas très précis sur ce genre de choses, mais on va prendre un groupe de Lie compact, connexe, simplement connexe. Donc l'exemple typique, c'est SUN. Donc maintenant, on se dit si le groupe, c'est plus un groupe fini, mais si c'est SUN, cet ensemble de 2G Hupplet est toujours défini, et la question que je me pose, c'est quel est son volume? Quel est le volume de l'ensemble de ces 2G Hupplet? Alors, on verra que la bonne question, ce n'est pas exactement celle-là. Il faut faire une petite modification à cet ensemble. Pour vous dire laquelle, je dis la chose suivante. Considérez un 2G Hupplet qui appartient à cet ensemble, A1, B1, AG et BG, et choisissez un élément X du groupe quelconque. Conjuguez chaque élément de cette liste par X, c'est-à-dire vous remplacez A1 par X fois A1 fois X-1, B1 par X fois B1 fois X-1, eh bien vous allez en fait ici, tous les X et les X-1 à l'intérieur vont se simplifier, il restera un X à gauche et un X-1 à droite, et le produit de ces commutateurs est encore égal à 1. Autrement dit, cet ensemble est stable par l'action par conjugaison simultanée de G sur tous les facteurs. Et en fait, c'est le quotient qui va être le bon... Enfin, c'est ça la bonne question, parce que c'est là qu'on a une réponse. Voilà. Donc la question, c'est quel est le volume de ce quotient? Et alors, ce quotient, je vais lui donner un nom. On va dire que mg de G, m, ça sera pour espace des modules, mais on va voir ça dans un instant. Bon, ça ne veut rien dire quel est le volume d'un objet. Il faut dire en quel sens. Il faut lui donner une notion de volume. Alors, c'est un des aspects dont je vais parler dans la suite. C'est en quel sens est-ce que cet objet a un volume? Très probablement, il faut avoir une notion quand même de taille du groupe. Enfin, il faut quelque chose qui normalise la taille du groupe d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a un ingrédient qu'il va être nécessaire de fixer et que je nomme tout de suite, qui va être un produit scalaire, alors pas sur le groupe parce que ce n'est pas un objet linéaire, mais sur l'approximation linéaire du groupe au voisinage de son élément neutre, c'est-à-dire sur son algèbre de Lie. Donc on va fixer un produit scalaire sur l'algèbre de Lie du groupe, et on va le supposer, ce produit scalaire, invariant par conjugaison par le groupe. Concrètement, si G, c'est les matrices spéciales unitaires, l'algèbre de Lie, c'est l'espace vectoriel des matrices anti-hermitiennes de trace nulle, c'est des matrices NN, et le produit scalaire d'une matrice X avec une matrice Y, ça va être la trace de X étoile fois Y, quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait concret, et de toute façon, on ne va pas en reparler pendant quelques moments. Bon voilà, donc l'objectif, c'est de donner une formule pour ça, ou plutôt, c'est d'expliquer quelle idée Witten a utilisée pour calculer cet espace de module, pour proposer une des manières de calculer ce volume. Donc d'abord, il faut que je vous dise quel est le rapport entre ça et des connexions plates, puisque dans mon titre, il y a des connexions plates. Alors, vous vous doutez que l'entier petit g qui apparaît ici, de toute façon, quand on voit 2g-2 ou 2-2g, vous vous doutez que c'est le genre d'une surface, et puis vous avez sans doute reconnu le produit que j'ai écrit ici. Donc, disons-le, prenons une surface sigma,
qui est une surface compacte, alors orientable mais même orientée, de genre G. Toute l'histoire que je raconte pourrait se raconter avec des bords, ce qui donnerait lieu à des fonctions qui ressembleraient un peu plus aux fonctions que Bertrand a introduites dans son exposé. Mais là, je vais faire les choses sans bord pour plus de simplicité. À la toute fin, je leur dirai peut-être un mot du cas avec bord. Donc, on a une surface orientée de genre G. On a toujours notre groupe, là, qui est notre groupe SUN, disons. Et puis, il vient avec son algèbre de Lie, qui est l'espace des matrices anti-hermitiennes de trace nulle. Alors, avec ces ingrédients-là, je définis un espace que j'appelle A ronde, comme ça. Le ronde, c'est pour qu'on se souvienne que c'est un gros espace. Lui, c'est un espace de dimension infinie. En fait, c'est l'espace des informes différentielles sur sigma à valeur dans l'algèbre de Lie. Donc, un élément de A, vous lui donnez un vecteur tangent quelque part sur la surface, et il vous rend une matrice anti-hermitienne de trace nulle. Et ça s'appelle, j'appelle ça, appelons ça, je vous propose d'appeler ça une connexion. Alors si on a une connexion, donc c'est une informe différentielle à valeur dans l'algèbre de Lie, on peut lui associer une autre forme différentielle que j'appelle f de A, et qui s'appelle la courbure de A, qui est la différentielle extérieure de A, plus une petite correction qui joue un rôle très important, mais enfin, qui est la moitié du produit extérieur de A avec elle-même contracté par le crochet de l'algèbre de Lie. C'est pas essentiel de voir en détail ce que c'est, je vous dirai ce qu'il y a à en savoir au moment où on en aura besoin. Alors ça, c'est un objet qui est donc une deux formes sur la surface sigma à valeur dans l'algèbre de Lie. Et on dit qu'une connexion est plate si cette deux formes est nulle. Et j'appelle f indice sigma de G, donc vous me voyez un peu venir, l'ensemble des connexions, c'est-à-dire des informes A sur notre surface, telles que f de A égale 0. Ça s'appelle les connexions plates. Alors maintenant, le F, c'est plus pour Frobenius, c'est pour flat, mais ça tombe bien. Alors attention, l'espace F sigma de G, c'est pas du tout pareil que l'espace F petit g de G. Là, hein. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. F petit g de G, c'est un sous-ensemble d'un produit cartésien fini de notre groupe SUN. C'est quelque chose qui est tout à fait de dimension finie, c'est quelque chose de petit. Ça, l'ensemble F sigma de G, c'est l'ensemble des solutions d'une EDP non linéaire dans un espace de dimension infinie. C'est un truc gros, c'est vraiment un objet de dimension infinie. Ces deux ensembles ne sont pas du tout les mêmes. Mais ils ont quand même un rapport, sinon je ne leur aurais pas donné le même nom. Et puis, ce que je suis en train d'expliquer, c'est quel rapport l'ensemble de Frobenius a avec des connexions plates. Et pour vous expliquer quel rapport il y a entre les deux, il faut que je vous parle de ce qu'on peut faire avec une connexion, à savoir calculer des holonomies. Alors, donc là, une surface, ça ressemble à ça. On en a vu déjà plein aujourd'hui. Donc là, je prends le cas où le genre c'est 2. Et disons qu'on va fixer un point de référence. Et je vais regarder un lacet que je vais appeler gamma dans cette surface. Et alors je vais faire quelque chose, et je vais fixer une connexion. Et je me fixe un lacet dans la surface. Et je vais faire une opération qui est essentiellement l'intégrale de la connexion le long du lacet, sauf que je vais tenir compte de deux choses. Du fait qu'on est dans un cadre multiplicatif, on pense à des matrices qui appartiennent à un groupe multiplicatif plutôt que dans un cadre additif, et d'autre part que ce groupe n'est pas commutatif, donc il faut une notion d'intégrale qui tienne compte de la non-commutativité. Alors ça se fait en résolvant une équation différentielle ordinaire. Je vais construire une fonction que je vais appeler h, qui va aller de 0,1 dans le groupe,
en disant que H0 c'est l'élément neutre du groupe, et en tout temps t, la dérivée de H c'est moins. Donc la dérivée de H c'est une petite variation autour de l'élément où on se trouve dans le groupe, et cette petite variation est donnée par un élément de l'algèbre de Lie que j'obtiens en évaluant la informe A sur la vitesse de la courbe gamma au temps t, ce qui donne, je vous le rappelle, une matrice qui est une variation infinitésimale d'un élément de G. Voilà, donc ça fait une équation différentielle ordinaire. C'est une sorte d'exponentielle non commutative. Et je regarde où cette courbe arrive. Et j'appelle ça l'holonomie de A le long de gamma. Et c'est un élément de G. Je redis que cet élément de G, c'est une version non commutative de l'exponentielle de l'intégrale de la informe A le long de gamma. Bien. Là, je n'ai pas eu besoin de supposer que la connexion était plate ou rien du tout. J'ai juste pris une connexion et une courbe et j'ai fait une holonomie. Alors si A est plate, si A a une courbure nulle, il se passe quelque chose de très particulier, c'est que cette holonomie, cet élément du groupe, ne varie pas si on déforme un peu la courbe gamma en restant... si on déforme continuellement un petit peu la courbe gamma. Si la courbure est nulle, l'holonomie de A le long d'une courbe ne dépend de cette courbe qu'à homotopie près. Alors ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, il y a une application qui va de l'ensemble des connexions plates sur notre surface dans... Donc, on prend une connexion ici et on regarde l'application d'holonomie. Alors, l'holonomie de A le long des courbes, a priori, c'est une fonction de toutes les courbes à valeur d'G, mais comme A est plate, en fait, deux courbes qui sont homotopes vont donner la même image. Donc, on va aller non pas de toutes les courbes d'G, mais on va aller du groupe fondamental de la surface, disons, basé au point M, à valeur d'G. Et en fait, ce n'est pas n'importe quelle fonction du groupe fondamental d'G, puisque de même que l'intégrale d'une forme différentielle le long d'une courbe, c'est additif vis-à-vis de la concaténation des courbes, l'holonomie, c'est multiplicatif vis-à-vis de la concaténation des courbes. Donc en fait, ici, on a un morphisme de groupe du groupe fondamental de la surface à valeur dans G. Et voilà. Il y a donc une application de l'ensemble des connexions plates dans l'ensemble des morphismes de groupe du groupe fondamental de la surface, basé en un point arbitrairement choisi, à valeur dans notre groupe. Ah, mais celui-là, cet ensemble-là, on voit que c'est la même chose que l'ensemble de Frobenius. Parce que ce groupe fondamental de la surface, on en connaît une présentation. C'est un groupe qui admet une présentation avec deux G générateurs et une relation, qui est que le produit des commutateurs vaut 1. Et donc, trouver un morphisme de ce groupe dans G, c'est exactement trouver deux G éléments du groupe qui satisfont l'unique relation dans la présentation qu'on a choisie, et c'est exactement l'espace que j'appelle là de Frobenius. Donc ça, c'est la même chose. L'ensemble de Frobenius, c'est la même chose que les morphismes du π1 dans G, et on voit qu'il y a une application de l'espace des connexions plates dans cet espace. Il est toujours vrai que ça, c'est des ensembles entre guillemets petits, c'est des objets de dimension finie, ça, c'est un truc de dimension infinie. Donc maintenant, il faut aller un cran plus loin et il faut comprendre ce qui va lever ce qui va nous permettre de vraiment avoir une image avec des isomorphismes, y compris ici, en ce qui concerne les connexions plates. Pour faire ça, pour comprendre ce qui va jouer ce rôle, peut-être qu'on peut regarder à nouveau la définition de la courbure en ignorant le terme un petit peu bizarre ici, le terme quadratique, ce qui, par exemple, est légitime si le groupe est commutatif. Alors vous me direz, il n'y a aucun groupe commutatif qui vérifie toutes ces hypothèses autres que le groupe trivial. Bon, c'est vrai, mais en fait, on pourrait prendre U1, ça donnerait quand même quelque chose d'intéressant. Si le groupe c'est U1, en fait, une connexion, c'est à un facteur I près, c'est juste une informe sur la surface, et sa courbure, c'est sa différentielle extérieure. Je suis en train de vous dire qu'une forme fermée, son intégrale le long d'une courbe, ne dépend que de la classe d'homotopie de la courbe. Oui, et vous savez aussi que sur les formes fermées, il y a une relation d'équivalence naturelle qui est de différer par une forme exacte. Et si on quotiente les formes fermées par les formes exactes, eh ben on trouve quelque chose de dimension finie. Ici, il se passe la même chose. Alors, comme toujours, c'est un tout petit peu plus... Enfin, c'est un petit peu différent, disons. Il y a un groupe qui agit sur l'espace des connexions qui va correspondre, dans l'analogie que je viens de faire,
ou qui est, dans le cas où le groupe CU1, le fait d'ajouter une forme exacte. Et ce groupe, ça s'appelle le groupe de jauge. Et alors, c'est en fait l'ensemble des applications lisses de la surface dans le groupe. Ça s'appelle le groupe de jauge. Et alors, si on a un élément de ce groupe de jauge, qui est donc une fonction lisse sur la surface à valeur dans le groupe, on peut le faire agir sur une connexion pour produire une nouvelle connexion qui est, vous allez voir, essentiellement A plus DJ. Ça serait vraiment l'image linéaire. Alors, ce n'est pas exactement A plus DJ, parce que voilà, là, ici, on conjugue par J, et en fait, ici, on a DJ J-1. Bon, on conjugue, ça reflète la non-commutativité. On met J-1 à droite, c'est parce qu'on est dans une image multiplicative. Mais moralement, c'est vraiment ajouter une chose exacte. Et alors, ce qui est... Bon, tout fonctionne très bien dans cette théorie, je dirais que c'est étudié pour. La courbure de la connexion que vous avez transformée par une transformation de jauge se transforme de manière plus simple. Ça, c'est une transformation, on pourrait dire simple, mais pas si simple. Ce n'est pas linéaire, c'est affine. Vous voyez, il y a un terme. Mais par contre, la transformation de la courbure est affine, est linéaire, pardon. C'est juste par conjugaison. Et ça a la conséquence immédiate que si A est une connexion plate, c'est-à-dire si ça c'est 0, ben, l'image de A par une transformation de jauge, c'est encore une connexion plate, parce que ça c'est toujours 0. Donc le groupe de jauge, il agit sur l'espace A, et il préserve l'espace des connexions plates. Alors, je prends une petite couleur. Voilà. Ici, je vais maintenant, comme je l'ai annoncé, quotienter l'ensemble des connexions plates par l'action du groupe de jauge. Et ça, comme dans le cas de la cohomologie de Rame, enfin des formes fermées exactes, ça devient un objet de dimension finie. Et en fait, ça devient exactement l'ensemble qui est ici, quotienté par l'action de G, qui est l'action de G que j'ai dite tout à l'heure, qui consiste à conjuguer tout le monde par un élément de G. Donc ça, c'est une petite adaptation. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de quotienter par G. On va en voir une dans un instant. Et alors maintenant, voilà. Là, on a vraiment quelque chose où tout est isomorphe. On a 3 points de vue sur le même espace dont on veut connaître le volume. C'est l'ensemble de Frobenius quotienté par G, l'ensemble des connexions plates quotientées par les transformations de jauge, ou les morphismes du groupe fondamental de la surface à valeur dans G, modulo automorphisme intérieur de G. Donc tout ça, on appelle ça l'espace des modules MG, mais il y a quand même 3 points de vue. Disons, je les numérote par ordre d'apparition à l'écran, si vous voulez. Il y a 1 ici, il y a 2 là, et puis il y a 3 ici. Frobenius, connexion plate, morphisme. Alors, on veut connaître le volume de cet espace. Alors, pourquoi a-t-il un volume? Alors, on peut avoir un volume, je ne sais pas... parce qu'on est un ensemble fini, on compte les points, ou alors on peut avoir un volume parce que naturellement on porte une structure riemannienne. Donc une structure riemannienne, ça permet de mesurer des longueurs, des aires, des volumes. Oui. Tu nous avais écrit un sens de la question, est-ce que c'est facile de décrire l'autre sens? Oui, c'est pas trop compliqué, c'est-à-dire concrètement tu vas construire le fibré en même temps que... Enfin, le fibré sur lequel la connexion vit en même temps que la connexion. Tu vas recoller des ouais, oui. Ou alors... ouais, c'est pas trop... Oui, on peut... C'est pas trop difficile. Oui, ça fonctionne bien, c'est relativement explicite, tous ces isomorphismes. Donc oui, je disais on peut avoir un volume parce qu'on a une structure riemannienne, mais alors là, c'est pas pour ça. On a un volume, ici, cet espace de module a un volume parce qu'en fait, il a une structure symplectique. Alors une structure symplectique, ça ressemble un peu à une structure riemannienne, mais c'est quand même différent.
Et je vais d'abord parler de cette structure symplectique sans du tout la décrire. Donc je vais juste dire que... Bon, déjà, dans quelle catégorie d'objets est ce MG? Ce MG, c'est... l'ensemble de si on regarde le point de vue 1 ici, l'ensemble de Frobenius, c'est un truc défini par une équation algébrique dans un produit de groupe. Donc c'est pas trop mal, mais ça peut quand même avoir des points singuliers parce qu'il n'est pas garanti que l'application dont on regarde un ensemble de niveaux soit une submersion, et ça n'en est pas une, donc voilà. Et ensuite, après, on prend un quotient. Donc c'est un objet, je pense que c'est un bon objet de la géométrie algébrique. Alors je ne parle pas le langage de la géométrie algébrique. Je pense que c'est un bon objet de la géométrie algébrique, mais ce n'est pas un très bon objet de la géométrie différentielle. C'est un objet qui est presque partout lisse, mais qui a des points singuliers. Alors heureusement, quand un objet a comme ça des points singuliers, il n'y en a pas beaucoup, parce que les points singuliers, bon, c'est un peu une poussière, mais il y a quand même une strate générique où tout se passe bien, qui est celle où les choses se passent au mieux. Donc je vais faire comme si l'objet MG là était lisse, et ça veut dire qu'en fait j'enlève à cet ensemble tous ces points singuliers. Évidemment, c'est lui faire violence par exemple d'un point de vue topologique, mais s'il s'agit de calculer son volume, ça ne changera rien parce que ces points singuliers, pour toute notion de, en tout cas pour la notion de volume qui m'intéresse, ils sont de volume nul. Et donc cet objet dont je fais comme si c'était un objet lisse, donc une variété différentielle, d'ailleurs une variété différentielle de dimension combien, puisque essayons d'estimer ça. C'est dans des produits cartésiens du groupe, donc il va y avoir la dimension de G, et d'abord on en a pris 2G copies, puis ensuite on a ajouté une condition qui était produit des commuttateurs égale 1, et ensuite on a fait un quotient par G. Donc si tout va bien, c'est 2G-2 fois la dimension du groupe. Bon, vous voyez que ça pose un petit peu problème pour G égale 0 et G égale 1. Bon, enfin, au moins quand G est supérieur ou égal à 2, cette formule donne la dimension de la strate lisse, de la partie lisse de cet objet. Alors cette dimension, entre autres propriétés, c'est un nombre pair. D'ailleurs, je vais l'appeler 2n. Je ne me servirai pas beaucoup de ce n. Mais des fois, les variétés de dimension paire, elles portent deux formes différentielles fermées et non dégénérées, et ça s'appelle une forme symplectique. Et ici, il se trouve que l'espace des modules porte une forme symplectique. Alors, ça a été observé, je ne connais pas très bien l'histoire de ce sujet, mais ça a été observé en tout cas par Goldman dans un article de 1984, où il s'appuie sur l'image 3 de l'espace des modules. Il dit, à cause de la structure algébrique du groupe fondamental d'une surface, cet espace de morphisme, enfin cet ensemble-là, porte une structure symplectique, c'est-à-dire a une forme symplectique. Donc une forme symplectique, c'est une deux formes, ce n'est pas une forme volume, ça ne fait pas tout seul une forme volume, mais on peut la multiplier avec elle-même. Alors combien de fois il faut la multiplier? La moitié de la dimension, c'est pour ça que j'ai appelé n la moitié de la dimension. Et puis on peut intégrer sur l'espace tout entier cette forme qui est une forme volume parce que c'est non dégénéré. Alors en général, on met un n factoriel parce que ça ressemble plus à un coefficient de exponentielle oméga. Et ça nous fait une définition du volume de l'espace. Donc au moins maintenant, on ne sait toujours pas ce que ça vaut, mais on sait dans quel article il faudrait regarder pour savoir ce que ça veut dire. C'est un progrès. Alors peut-on calculer le volume de cet espace comme ça? Et alors je crois que la réponse est oui. Mais peut-être en traversant le miroir et en allant du côté B, dangereusement, enfin de mon point de vue. Je vais dire des noms. On peut utiliser un théorème de Narasimhan et Seshadri qui dit qu'en fait, ça c'est la même chose que les fibrés holomorphes semi-stables sur la surface si on y a choisi une structure complexe. Et en utilisant une formule de Verlinde qui donne les dimensions des espaces de section holomorphes de produits tensoriels, de section d'un produit tensoriel d'un fibré en droite naturel sur ce truc. Enfin bon, voilà, en regardant un truc semi-classique, on arrive au terme d'un chemin. Que certains comprennent, à calculer le volume. Donc ça dépend des formules de Verlinde, qui sont des formules qui ont suscité pas mal de travaux.
Et je dirais c'est un calcul par l'intérieur, c'est-à-dire on va rester dans quelque chose qui est, on reste dans un monde de dimension finie et ça marche. Je ne sais pas si ça marche pour tous les groupes. Enfin bon, au début ça marchait pour SU2 et puis certainement ça marche pour tous les groupes. Alors Witten propose d'aborder ce calcul autrement. Il dit que Witten propose d'appliquer un truc qui, enfin je crois, il applique assez souvent. Je ne prétendrai pas pouvoir faire une méta-analyse des travaux de Witten, hein, mais bon, disons. On veut calculer le volume de cette mesure sur un objet de dimension finie. Eh bien, on va l'approcher par une mesure, par une famille de mesures sur un espace plus gros, mais en fait beaucoup plus gros, de dimension infinie. Et puis, en fait, ça va être plus simple. Enfin, de son point de vue, ça va être plus simple. Donc, on va approcher cette mesure, cette forme volume, là, ce volume sur l'espace des modules, par une famille de mesures sur quelque chose de beaucoup plus gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus gros? C'est l'espace des modules. Là, c'est des connexions plates modulo transformation de jauge. Oublions le modulo pour l'instant, c'est des connexions plates. Les connexions plates, c'est un sous-ensemble de l'ensemble de toutes les connexions. Et c'est ce que propose Witten. Il dit, en fait, on va chauffer un peu cette mesure, on va lui mettre un terme un peu gaussien comme ça, et ça va devenir une mesure sur l'espace A de dimension infinie, qui dépendra d'un paramètre. Il prétend, et il le montre, qu'il est capable de calculer la masse de cette mesure et ensuite de faire refroidir la mesure pour qu'elle se concentre à nouveau sur celle dont on voulait calculer le volume initialement. Alors pourquoi est-ce qu'une telle approche peut fonctionner? Eh bien, donc là, il y a une idée là que je n'avais jamais comprise avant de préparer cet exposé, c'est qu'il y a une raison structurelle très claire, disons, pour laquelle on pouvait trouver cette proposition raisonnable. Et c'est la suivante. Je vais essayer d'expliquer que la situation est en fait encore meilleure que celle que j'ai décrite. Alors sur l'espace de toutes les connexions, pour l'instant, j'ai dit qu'il y a l'espace des connexions qui est un gros espace, comme ça. Et puis, il y a une application, qui est l'application qui a une connexion associée à sa courbure, qui va dans un certain espace, là, oméga 2 de sigma, dans l'espace des deux formes différentielles à valeur dans l'algèbre de Lie. Enfin, c'est un gros espace vectoriel. Là-dedans, il y a un élément qui est 0. Et l'image réciproque de 0, c'est ce qu'on a appelé l'espace des connexions plates sur notre surface. Bon. Alors en fait, Atiyah et Bott avaient observé que sur l'espace A tout entier, il y a une structure symplectique. Donc il y a une forme que j'appelle AB, je ne m'en servirai pas beaucoup. Je l'appelle AB pour qu'on voit bien que c'est la forme d'Atiyah et Bott. Alors, comment fonctionne cette forme? Donc, il faut que je vous explique. Celle-là, je vais écrire la définition, parce qu'elle est suffisamment simple pour qu'on puisse écrire la définition. Donc, je vais prendre un point A ici dans l'ensemble des connexions. Il faut que je vous explique comment on fait un nombre avec deux vecteurs tangents en A. Donc, les deux vecteurs tangents, je les appelle xi et eta. Alors, c'est des vecteurs tangents à A, mais A, c'est un espace vectoriel. Donc, en fait, l'espace tangent, c'est l'espace vectoriel lui-même. Donc, je prends deux éléments de l'espace tangent à l'espace des connexions en A, mais que j'identifie à l'espace des connexions. Donc en fait, xi et eta, c'est deux informes sur la surface à valeur dans l'algèbre de Lie, et il faut faire un nombre avec ça. Alors on va d'abord faire une deux forme en faisant le produit extérieur des deux. Alors ça ne fait pas une deux forme réelle, ça fait une deux forme à valeur dans le carré tensoriel de l'algèbre de Lie. Mais on contracte ça en utilisant le produit scalaire invariant dont je vous ai parlé au tout début, qui sert à normaliser un petit peu la taille du groupe. Donc ça, c'est un produit scalaire dans l'algèbre de Lie. Et soudain, ça, c'est une deux formes différentielles à valeur réelle sur la surface sigma. Il ne reste plus qu'à l'intégrer, et on appelle ça oméga AB de xi et eta, et le tour est joué.
Et ça, c'est une deux formes. Alors, c'est manifestement antisymétrique, c'est assez manifestement non dégénéré. C'est une bonne forme symplectique. Donc, l'espace ambiant est muni d'une forme symplectique. Et puis, il y a le groupe de jauge qui agit sur cet ensemble de toutes les connexions. Alors, non seulement il agit, mais il agit en préservant la forme d'Atiyah-Bott. Donc, en fait, cette action est symplectique, et elle est même mieux que symplectique, elle est hamiltonienne, ce qui veut dire qu'elle est hamiltonienne, et son application moment, c'est l'application F qui est ici. Alors, je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est qu'une action hamiltonienne, mais pour celles et ceux qui le sauraient, l'application moment d'une action hamiltonienne, c'est une fonction, enfin on peut la voir comme une fonction sur la variété symplectique, à valeur dans le dual de l'algèbre de Lie du groupe qui agit. Le groupe de jauge, c'est les fonctions lisses de la surface dans G. Donc son algèbre de Lie, au doigt mouillé, c'est les fonctions sur la surface à valeur dans l'algèbre de Lie du groupe. Et le dual de ça, c'est les deux formes sur la surface à valeur dans le dual de l'algèbre de Lie, mais qu'on identifie à l'algèbre de Lie avec le produit scalaire. Et en fait, c'est exactement là où la courbure prend ses valeurs. Donc, disons, c'est cohérent. Et il y a une relation extrêmement serrée entre tous ces ingrédients, que je n'écris pas, entre l'action, la forme symplectique d'Atiyah-Bott et l'application de courbure, qui est donc, je le répète, l'application moment de cette action hamiltonienne sur l'espace de toutes les connexions. Et quand on a ça, quand on a une variété symplectique sur laquelle on a un groupe qui agit de manière hamiltonienne, l'image réciproque de 0 par l'application moment, c'est toujours stable par l'action du groupe. Et si on restreint la forme symplectique à l'image réciproque de 0, alors ça reste une deux formes fermées, c'est plus non dégénéré, en fait c'est dégénéré, mais le noyau de la forme en chaque point, c'est exactement l'espace tangent à l'orbite en ce point. Ce qui fait que si on quotiente par l'action du groupe, on trouve exactement une forme symplectique sur le quotient. Ah ben ça tombe bien, c'est exactement celui qu'on voulait. Le quotient de l'espace des connexions plates par... Et donc ça hérite par une procédure qui s'appelle la réduction symplectique de la structure symplectique sur tout l'espace ambiant. Donc, le point de départ, si on veut, de l'observation de Witten, enfin en tout cas tel que je la raconte là, c'est de dire « Ah, mais la forme symplectique sur l'espace des modules qui nous intéresse provient de la forme d'Atiyah-Bott sur l'ensemble des connexions par réduction symplectique. » Bien, est-ce que ça nous aide à calculer le volume? Et alors, la réponse est oui. Et c'est ça que j'avais jamais compris. Pour la raison suivante. Donc évidemment, pour se guider dans ce genre de raisonnement, on fait des analogies avec la dimension finie. On se dit, si tout était de dimension finie, ça marcherait comme ci, comme ça, et donc on va espérer que ça marche pareil en dimension infinie. Et une des forces de Witten, c'est d'être capable de combiner ce genre d'analogie avec des calculs qui, à la fin, donnent exactement les bonnes constantes, ce qui relève un peu, à mon sens, du miracle, mais enfin bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui fonctionnerait si tout était de dimension finie? Il y aurait une sorte de formule d'intégration qui serait la suivante. Supposez qu'on se donne une fonction test, on veut intégrer. Supposez qu'on se donne une fonction test sur l'ensemble de toutes les connexions, et disons qu'elle est J invariante. Alors, une fonction comme ça, par restriction, elle induit une fonction... Bon, je ne parle pas de régularité, là, ni d'intégrabilité. On a une fonction test raisonnable. Par restriction, elle induit une fonction sur les connexions plates, et cette fonction est toujours invariante, donc elle descend en une fonction sur le quotient. Et pour distinguer les choses, je la note f bar. Donc ça, c'est la fonction induite par f. Si tout était de dimension finie, on pourrait dire que l'intégrale sur l'espace quotient de la fonction induite f bar par rapport à la forme volume symplectique, la mesure de Liouville, puisque ça s'appelle comme ça, je ne l'ai pas encore dit, mais la mesure de Liouville associée à la structure symplectique ici, ça serait la limite lorsque t tend vers 0
Donc on veut en fait concentrer il y a une mesure de... Donc il va y avoir ici un coefficient correctif. On va intégrer sur tout l'espace A, et on va intégrer par rapport au volume de A, au volume symplectique de A, mais on veut un truc qui nous écrase le long de l'image réciproque de 0 ici. Donc quand t tend vers 0, on va pénaliser de plus en plus fort les gens qui sont loin de cette hypersurface, et on va le faire d'une manière qu'on pourrait presque qualifier de naïve. On va mettre 1 sur 2t fois la norme au carré de f. Donc quand t est petit, ça va tuer tout ce qui est loin, et puis ça va tout concentrer ici. Alors ça ne concentre pas tout n'importe comment, parce que le choix de ce noyau, ça fait quand même des choses. Et puis, bon, mais alors la structure géométrique globale de cette histoire est suffisamment cohérente pour qu'on ait exactement ça avec des termes correctifs. Alors si tout était de dimension finie, ici on aurait le volume de J qui intervient, parce que ici, la mesure de la norme au carré, ici, elle dépend d'un volume. Enfin bref, il faut que les choses se parlent quand même. Et puis ici, on a... c'est presque cosmétique au niveau... si c'était de dimension finie, cette formule serait exacte. Ça, c'est vrai lorsqu'on a une action hamiltonienne sur un truc compact, tout ce qu'il faut. Oui ? Non, mais là, il y a une petite flèche vers le bas. Donc ça veut dire que... Oui, t est positif. Donc T, c'est une sorte de température. On chauffe un peu et puis après on refroidit. Alors, je redis que cette formule, si on la voit un peu rapidement, on se dit, bah oui, c'est évident, on va concentrer le truc sur l'hypersurface, ça ne peut que bien marcher. En fait, il y aurait toutes les raisons pour que ça ne marche pas. Mais quand on calcule précisément comment cette mesure se concentre sur l'hypersurface et qu'on compare avec la procédure de réduction symplectique pour savoir exactement comment les volumes sont reliés les uns aux autres, on voit que la correspondance est parfaite. Donc là, la structure fait tout pour nous. Et donc Witten dit, prenons ceci au mot, parce qu'évidemment maintenant, bon, on peut aussi s'intéresser à des intégrales de fonctionnels, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'intégrale de la fonction 1. Witten nous dit, bien, je vais prendre f égale 1, et le volume de l'espace des modules, c'est la limite lorsque t tend vers 0. Alors, là, je vais faire un truc un peu... Je vais dire c'est proportionnel. Alors, vous allez me dire, oui, si tout le... c'est proportionnel à 1, oui. Mais enfin, bon, voilà. Donc là, je pense que... Bon, je ne suis pas à ce degré de... Donc, modulo des constantes que je, Witten, suis capable de calculer, le volume de l'espace des modules, c'est la limite quand t tend vers 0 de ce truc, de l'intégrale sur l'espace de toutes les connexions de l'exponentielle moins 1 sur 2t fois la norme de f au carré dA. Et ce faisant, il fait apparaître une mesure qui n'existe pas sur un espace de dimension infinie, mais il dit quand même qu'il est capable de calculer ce nombre d'une certaine manière plus facilement que le calcul précédent, et qui va pouvoir faire tendre t vers 0. Donc là, ce qui apparaît ici, c'est la mesure de Yang-Mills. Et ce qui apparaît là, enfin, c'est la mesure de Yang-Mills non normalisée. Et ce qui apparaît là, c'est la fonction de partition de la mesure de Yang-Mills. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer, enfin, je ne sais pas, mais il me reste combien de temps? Il reste 4 minutes, non? Ouais, 5 minutes, ouais. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment on calcule la fonction de partition. Ah oui. Je vais écrire une expression pour cette fonction. Je vais l'écrire. Je ne vais pas vous dire comment on le trouve, mais je vais l'écrire. Alors, cette fonction de partition, en fait, elle appartient à un ensemble de fonctions qui satisfont une récursion qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue dans l'exposé précédent. Sauf que là, il faut connaître le 0,3 pour initialiser, enfin, où il y a quelque chose qui m'a échappé, mais en tout cas, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus simple.
Et peut-être parce que c'est plus simple, il y a besoin de plus d'informations au début, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a ça. OK, un mot. Là, il y a quelque chose de gaussien. Il y a quelque chose de gaussien sur la courbure. Je vous ai dit, quand une connexion est plate, c'est-à-dire que sa courbure est nulle, l'holonomie de cette connexion le long d'une courbe, c'est invariant si on déforme un peu la courbe. Bon, en fait, c'est plus précis que ça. La courbure nous dit exactement comment varie l'holonomie le long d'une courbe quand on la déforme, de manière que si cette courbure est nulle, ça ne bouge pas. Mais donc là, la courbure, qui est la variation de l'holonomie, est gaussienne. Bon, donc l'holonomie le long d'une famille de chemins, c'est une espèce d'application dans le groupe dont la variation est gaussienne. Bon, il y a un mouvement brownien quelque part, oui. Alors la fonction de partition, la formule qui est donnée par Witten, donc j'appelle ça Z de t. J'ose pas l'appeler W quand même. Donc Z de t, c'est égal à l'intégrale sur g puissance 2g d'une fonction P indice T. Alors P indice T d'un élément du groupe, c'est le noyau de la chaleur. Ce que je note P indice T de X, on pourrait préférer le noter PT de 1X, c'est le noyau de la chaleur en temps T entre l'élément neutre et X. Et ici, on met A1, AB1, AG, BG. Bon, DA, DB, enfin DA, DB, ça veut dire DA1, DAG, DB1, DBG. Et cette expression est exacte, enfin elle est exacte pour donner une valeur de quelque chose qui n'existe pas, mais disons elle est satisfaisante. Et elle est valable pour tout T positif. Donc à ce point, modulo des constantes que je ne sais pas comment il calcule, on peut dire que le volume de l'espace des modules, c'est la limite de cette expression quand t tend vers l'infini. Alors est-ce qu'on peut calculer cette intégrale? Et là, la réponse est oui, c'est un exercice assez joli d'analyse harmonique sur le groupe, parce qu'en fait, ce pt de x, cette fonction pt de x, qui est la solution fondamentale de l'équation de la chaleur, se développe en série de Fourier. Donc c'est une somme, alors maintenant, G chapeau, qui est toujours l'ensemble des représentations irréductibles à isomorphisme près de G, c'est un ensemble infini. Donc ici, on a une somme comme dans la formule de Frobenius du début. Alors il y a un paramètre de temps qui arrive ici. Ici, il y a un coefficient qui dépend de la représentation, qui est une valeur propre du Laplacien associée au caractère de la représentation. Et puis ici, en fait, on a la dimension de alpha fois le caractère de alpha évalué en x. Donc si on échange les séries, et les sommes et l'intégrale, on se retrouve à intégrer une fonction d'un caractère qui en fait s'intègre très facilement en utilisant des relations d'orthogonalité, enfin je veux dire vraiment la théorie élémentaire des caractères. Et on trouve que z de t est égal à la somme pour alpha appartenant à G chapeau, et je ne serais peut-être pas extrêmement surpris, dimension de alpha puissance 2 moins 2G. Et maintenant, on fait tendre ça vers 0 et on trouve... Bon, vu l'heure qu'il est, je vais écrire. Donc, on en déduit que le volume de l'espace des modules. Alors, en fait, c'est exactement cette somme des dimensions puissance 2 moins 2G. Et puis devant, il y a quand même un préfacteur. Alors dans la formule de Frobenius, il y avait cardinal de G puissance 2G moins 1. Donc ici aussi, on a un volume de G puissance 2G moins 1. Alors on pourrait être tenté de mettre 2G moins 2 parce qu'on a quotienté par l'action par conjugaison de G, mais en fait cette action, elle a un noyau qui est le cardinal du centre. Donc je vais ici écrire, on divise encore par un volume de G, j'aurais pu le mettre là, mais je préfère le mettre ici, divisé par le cardinal de Z de G. Z, ce n'est pas la fonction de partition, c'est le centre de G, qui est un ensemble fini. Ça, c'est ce qui agit effectivement par conjugaison sur un ensemble générique de points du groupe, et donc c'est ce qu'il a fallu quotienter. Et donc Witten arrive à cette formule. Alors, ce n'est pas une démonstration au sens mathématique, mais c'est une prouesse de calcul. Je veux dire, vu de Mars, c'est un back of the envelope calculation, mais enfin, c'est déjà une enveloppe assez large, quoi. Et il faut dire que c'est devenu, depuis un certain temps, un théorème, en particulier grâce aux travaux de Ke-Feng Liu, et puis Ambar Sengupta, Christopher King, qui ont démontré
une convergence que j'écris pas, mais qui permet de dire que oui, c'est bien ça, c'est la bonne réponse. Pour finir sur des choses un tout petit peu plus actuelles, je vais dire juste 2 mots sur peut-être des directions possibles de poursuite d'études de ça. Bon, il y a plusieurs personnes dans la salle qui connaissent bien ces questions. Donc, par exemple, les limites de la fonction de partition du modèle de Yang-Mills quand t tend vers 0, bon, c'est une chose que Thibaut a beaucoup étudiée, très en détail. J'ai dit au début que j'avais examiné le cas où il n'y a pas de bord. Et on peut raconter toute cette histoire dans le cas avec bord. La géométrie est un petit peu plus compliquée, mais il y a des formules qui sont tout aussi jolies à la fin. Sauf que ici, il y a des produits d'évaluation des caractères en les éléments du groupe qu'on a fixés au bord, enfin les conditions au bord qu'on a données. Alors, ce n'est pas très grave d'un point de vue structurel, mais on est en train de calculer une quantité positive et on l'exprime comme somme de termes qui sont signés, qui sont même complexes en général. Et ça, ce n'est pas extrêmement agréable. Et donc, par exemple, Quentin François, qui est ici, avec Pierre Tarago, ils ont donné, dans certains cas, des formules positives pour ces volumes d'espace de modules qui sont totalement différentes, qui sont dans l'esprit des travaux de Knudsen et Tao sur le problème de Horn, et donc avec une approche très différente, et qui ne ressemblent vraiment pas à ça, et qui ont, sur ces formules-là, l'immense avantage d'être positives, au sens où ce sont des sommes de termes positifs pour calculer quelque chose de positif, même quand il y a un bord. Et puis, un dernier aspect que je veux évoquer, c'est que là j'ai mentionné en passant la mesure de Yang-Mills, donc il y a, disons, un renouveau depuis quelques années de l'étude de cette mesure qui, auparavant, avait été construite par Driver, Sengupta, moi, non pas comme une connexion aléatoire, mais comme une holonomie aléatoire. Et depuis quelques années, sous l'impulsion, disons, des travaux autour de Martin Herrerd et des structures de régularité, et avec des contributions importantes d'Ilya Chevirev, il y a des constructions qui apparaissent de la mesure de Yang-Mills vraiment comme une mesure de probabilité sur des espaces de formes différentielles distributionnelles. Et donc Elias Nora, qui est ici aussi, travaille sur ces questions actuellement avec moi. Et bien peut-être que si on arrive à contrôler suffisamment ces constructions de vraies formes différentielles distributionnelles, on peut essayer de regarder ce qu'elles deviennent quand ce paramètre t, qui est, je ne l'ai pas dit, l'aire totale de la surface, tend vers 0. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.